Ils ont choisi le silence comme on choisit une arme. Pas pour me frapper d'un coup, non. Pour muser, me contourner, m'installer doucement dans une place où je ne déciderai plus de rien. Et ce jour-là, dans le couloir froid d'un cabinet médical, j'ai entendu mon propre sort se refermer sur moi sans qu'on m'ait demandé mon avis. On va faire comme ça. On ne lui dit pas tout, ça va l'angoisser. La phrase est sortie de la bouche de ma fille, posée, presque douce, comme une caresse empoisonnée. Mon fils a répondu par un murmure d'accord. Ma belle fille a hoché la tête, déjà tournée vers la secrétaire, déjà occupée à régler ce qui devait être réglé. Il parlait à 2 mètres de moi, il savait que j'étais là, il parlait comme si je n'existais plus. Je me tenais près de la fenêtre, avec mon manteau sur les épaules, les mains posées sur mon sac. Dans cette salle d'attente, tout sentait l'aseptisé, le papier, le café réchauffé. Une affiche de prévention médicale se décollait légèrement d'un mur, comme si même elle était fatiguée. Le chauffage faisait un bruit sec, irrégulier. Et moi, je regardais les reflets sur la vitre pour ne pas laisser mon visage trahir ce que je venais d'entendre. Ils avaient insisté pour m'accompagner. Tu ne vas pas y aller seule, maman. C'est mieux qu'on soit là. J'avais accepté, comme on accepte depuis toujours. J'avais cru que c'était une attention tardive, un élan de famille retrouvée. Je n'avais pas vu, ou plutôt, je n'avais pas voulu voir, que leur présence n'était pas un soutien. C'était une prise de position. Le médecin avait parlé de fatigue, de tension, d'un besoin de surveiller certains paramètres. Rien d'alarmant, disait Aïl. Mais ma fille avait posé des questions à ma place. Mon fils avait répondu avant moi. Et moi, je m'étais entendu devenir une voix secondaire, une présence dont on gère l'inquiétude plutôt que d'écouter la parole. Je m'étais dit que c'était normal, qu'il voulait bien faire, qu'il s'inquiétait. Je m'étais dit tant de choses pour ne pas m'effondrer. Puis il y avait eu ce moment, dans le couloir, quand le médecin avait refermé la porte. Ils se sont rapprochés, comme on se rassemble, autour d'un plan. Ils ont parlé bas, gîte, avec cette efficacité familière qui ne laisse pas de place aux objections. Et dans ce murmure, j'ai entendu mon nom, comme on entend le titre d'un dossier. Je n'étais plus leur mère, j'étais une situation à régler. On va faire comme ça. Faire quoi? Avec quoi? Avec moi? Le silence a été ma première réponse. Pas un silence vide? Non. Un silence tendu, précis, comme une corde. Je suis restée immobile, en apparence. À l'intérieur, quelque chose s'est déplacé d'un coup. Ce n'était pas seulement une blessure. C'était un déclic. J'ai compris que ce qu'ils mettaient en place ne datait pas de ce matin à là. Ce matin à là, j'en entendais seulement la formulation. Depuis des mois, peut-être des années, les décisions venaient après moi. On fixait des dates sans me consulter. On déplaçait des objets dans mon appartement en disant que c'était plus pratique. On me parlait lentement, parfois trop lentement. On me demandait si je me souvenais encore de certains mots de passe, de certaines dates, de certains noms. J'avais souri, gêné, pour masquer l'humiliation. J'avais répondu oui, parfois non, et j'avais vu leurs regards s'échanger une seconde trop longue. J'avais senti qu'ils notaient, qu'ils additionnaient les signes, qu'ils construisaient un récit. Et ce récit, je l'entendais enfin, clairement. Elle vieillit. Elle ne comprend plus. Il faut décider pour elle. Je suis entrée dans la voiture avec eux, sans prononcer un mot. Ma fille a mis la radio. Un son léger, comme pour couvrir le malaise. Mon fils regardait la route, crispé. Ma belle fille envoyait déjà des messages, les doigts rapides, l'air concentré. Je regardais les maisons défiler et je pensais à la mienne, à mon appartement, à mes tiroirs, à mes papiers, à cette vie entière que j'avais organisée seule. Une vie que l'on venait de transformer en dossier à gérer. Quand nous sommes arrivés chez moi, ils ont proposé du thé, comme si l'on rentrait d'une promenade. Ils parlaient doucement, évitaient mon regard. Je les ai laissés faire. J'ai même souri. Un sourire calme, presque poli. Ils ont cru que tout allait bien. Ils ont cru que j'étais fatiguée. C'est tout. Ils ont cru que leur silence fonctionnerait comme toujours. Moi, je m'inclinerais. Ils ont sorti des papiers. Pas tout de suite. Après quelques phrases banales, quelques précautions. Puis mon fils a dit qu'il serait peut-être temps de simplifier certaines choses. Ma fille a ajouté que ce serait mieux de mettre en place une organisation pour m'éviter du stress. La belle fille a parlé d'efficacité,
de sécurité, d'anticipation. Des mots propres, lisses, comme une nappe blanche posée sur une table pour cacher les fissures. Et là, j'ai compris. Ils ne voulaient pas seulement m'aider. Ils voulaient m'encadrer. M'enfermer doucement dans un dispositif où je ne déciderais plus sans eux. Ah, ils avaient décidé de mon sort en silence. Parce que le silence, avec moi, avait toujours été une porte ouverte. J'ai demandé, simplement, de quoi il s'agissait exactement. Mon fils a évité le mot, a parlé de procuration, de gestion, de petites démarches. Ma fille a dit que c'était temporaire. Ma belle-fille a souri, comme si tout cela était évident. Je les ai regardés, l'un après l'autre. J'ai vu la même conviction dans leurs yeux. Elle signera. Elle ne comprendra pas vraiment. Elle fera confiance. Non, ils ignoraient ce que je gardais depuis longtemps, sans intention de m'en servir, mais avec cette prudence ancienne que la vie m'avait enseignée. Dans un tiroir discret, dans un vieux meuble qu'ils jugeaient sans valeur, il y avait des enveloppes, des copies, des notes, des traces. Pas des secrets honteux. Des vérités. Des preuves. Des repères. Je n'ai rien dit de ce tiroir. Pas encore. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé ma tasse et j'ai dit, d'un ton calme, presque doux, je vais lire. Tout. Et je ne signerai rien aujourd'hui. Le silence est tombé, plus épais que tous les autres. Cette fois, ce n'était pas mon silence qu'ils utilisaient, c'était le leur, pris au piège. Et moi, dans ce calme soudain, j'ai su que leur décision silencieuse venait de rencontrer quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ma lucidité, intacte, et ma dignité, qui ne négocierait plus. Avant ce jour-là, ma vie avait été construite sur une évidence que je n'avais jamais remise en question. Quand on aime, on s'efface un peu. J'avais appris cela très tôt, presque naturellement. Être mère, pour moi, n'avait jamais signifié diriger ou imposer. C'était soutenir, absorber les chocs, lisser les aspérités, pour que les autres puissent avancer plus facilement. J'avais pris cette place sans bruit, convaincue qu'elle était juste. Je me revois plus jeune, courant entre le travail, l'école, les courses, les rendez-vous médicaux. Leur père travaillait beaucoup, puis il est devenu absent autrement, par la fatigue, par le retrait progressif. J'ai tenu la maison, comme on tient une promesse silencieuse. J'ai appris à gérer les papiers, les factures, les échéances. J'ai signé seul, décidé seul, assumé seul. À cette époque, personne ne doutait de ma capacité à comprendre. Les enfants ont grandi dans cette stabilité. Ils n'ont jamais vu les nuits blanches, les calculs refaits 10 fois, les inquiétudes rangées dans un coin de la tête pour ne pas peser sur eux. Les mots, ils ont vu une mère solide, discrète, toujours présente. Et peut-être que c'est cette discrétion même qui a fini par me rendre invisible à leurs yeux. Quand ils sont devenus adultes, quelque chose a changé subtilement. Ils parlaient plus vite que moi. Ils utilisaient des mots nouveaux, des concepts que je comprenais très bien mais que je n'employais pas. Optimisation, organisation, efficacité. Je les écoutais avec intérêt, parfois avec amusement. Alors, je pensais que le monde avançait ainsi, et que mon rôle était de rester en retrait, sans m'imposer. Peu à peu, ils ont commencé à décider pour moi de petites choses. Des détails, disait Aïl. L'heure d'un rendez-vous, le choix d'un prestataire, le rangement de certains papiers. Je les laissais faire. J'avais gagné le droit au repos, pensais à eux. Je confondais le repos avec l'abandon progressif de ma place. Je me souviens d'un dimanche où ma fille avait déplacé des dossiers entiers de mon bureau en disant qu'ils seraient mieux classés ailleurs. J'avais acquiescé, un peu surprise, mais flattée qu'elle s'en occupe. Mais, mon fils avait plaisanté sur mon désordre légendaire. J'avais souri, sans préciser que ce désordre était en réalité une organisation très précise que je connaissais par cœur. Il y avait déjà, à ce moment-là, des regards échangés au-dessus de ma tête, des phrases finies à ma place, des décisions annoncées comme des évidences. Rien de brutal, rien qui mérite une protestation claire. C'est ainsi que l'on s'installe dans le silence, par accumulation de petites renonciations. Je n'étais pas malheureuse. J'étais fatiguée autrement. Malheur, une fatigue qui ne se dit pas, parce qu'elle n'a pas de symptômes spectaculaires. Une fatigue d'être toujours celle qui comprend, qui excuse, qui s'adapte. Je me disais que c'était le prix à payer pour rester proche d'eux.
Je ne voulais pas être la mère compliquée, celle qui pose des problèmes. Avec le recul, je vois combien cette attitude les a rassurés. Mon calme leur donnait l'impression que tout allait de soi. Mon absence de conflit devenait une autorisation tacite. Ils n'avaient pas conscience de franchir une limite. Ou peut-être qu'ils en avaient conscience, mais qu'ils comptaient sur mon silence pour ne pas avoir à la nommer. Dans cette vie d'avant, je continuais pourtant à faire une chose essentielle. Je conservais des documents, des courriers, des notes, par habitude, par prudence, sans intention cachée. Ce geste discret, presque invisible, était une façon de rester ancré dans le réel. Je n'imaginais pas encore qu'il deviendrait un jour un point d'appui. Je croyais encore que la famille se régule d'elle, à même, que l'amour suffit à corriger les dérives. Je n'avais pas compris que le silence, quand il devient systématique, finit par être interprété comme un consentement. Et ce consentement, un jour, peut se transformer en décision prise à votre place. Ce jour-là, dans le couloir du cabinet médical, tout ce passé s'est aligné soudainement. Ce n'était pas un accident. C'était la suite logique d'années où j'avais choisi de me taire pour préserver l'harmonie. Et pour la première fois, j'ai compris que cette harmonie avait été bâtie sur mon effacement. Les premiers signes de ce glissement n'ont jamais pris la forme d'une attaque franche. Ils se sont installés dans des gestes ordinaires, dans des phrases apparemment bienveillantes, dans cette façon qu'avaient mes enfants de parler autour de moi plutôt qu'avec moi. Je les remarquais sans vraiment les nommer, comme on sent un courant d'air, sans chercher d'où il vient. Il y a d'abord eu les questions répétées. Tu es sûre de te souvenir de ça? Tu es certaine que c'est bien ce code? On me demandait de confirmer ce que je savais déjà, mais avec une lenteur appuyée, presque pédagogique. Je répondais calmement, parfois en souriant, pour ne pas paraître susceptible. Chaque fois, quelque chose se contractait en moi, une petite humiliation silencieuse que je rangeais aussitôt. Puis il y a eu les décisions prises sans concertation. On m'annonçait un rendez-vous déjà fixé, un changement déjà acté. Ce sera plus simple comme ça, disait mon fils. On a pensé que ça t'éviterait des soucis, ajoutait ma fille. Je me sentais déplacée sans être expulsée, encore présente, mais de moins en moins consultée. Je me disais que ce n'était pas grave, que c'était normal, qu'il prenait le relais. Ma belle-fille avait une manière très efficace de s'installer dans ces zones floues. Elle rangeait, classait, proposait, toujours avec le sourire. Elle parlait d'organisation, d'anticipation, de confort. Elle n'élevait jamais la voix. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tout semblait logique, raisonnable, presque irréprochable. Et pourtant, chaque fois qu'elle touchait à mes affaires, je ressentais une perte difficile à expliquer. Les humiliations n'étaient jamais directes. Elles se glissaient dans des plaisanteries. Mon fils riait de mes habitudes. Ah, ma fille soupirait quand je prenais trop de temps pour expliquer quelque chose. On me coupait la parole gentiment, pour finir la phrase à ma place. Je laissais faire. Je pensais que me défendre serait exagéré, presque ridicule. Je préférais préserver l'image d'une mère calme, compréhensive. Un jour, j'ai surpris une conversation que je n'étais pas censée entendre. J'étais dans la pièce d'à côté, la porte entr'ouverte. J'ai reconnu mon prénom. Puis des mots comme compliqué, fatigante. Il va falloir faire quelque chose. Les voix se sont tues dès que j'ai bougé. On m'a accueilli avec des sourires trop rapides, trop appliqués. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. Mais cette scène est restée gravée. À partir de là, j'ai commencé à observer davantage. Pas avec suspicion, mais avec une attention nouvelle. Je remarquais les regards échangés quand je m'attardais sur un détail. Les silences qui suivaient certaines de mes phrases. Les discussions interrompues dès que j'entrais dans une pièce. Je sentais que quelque chose se construisait sans moi et que mon rôle consistait désormais à ne pas déranger ce processus. Je continuais pourtant à me taire. Par habitude, par peur aussi. Peur de créer un conflit irréversible. Peur d'être celle qui dramatise. Je me disais que tout cela finirait par se dissiper, que ce n'était qu'une phase. J'avais toujours cru que le temps arrange les choses. Je n'avais pas compris qu'il peut aussi les figer. Ce silence, je le portais comme une responsabilité. Je pensais protéger mes enfants d'un affrontement inutile. Je pensais me protéger moi-même d'une vérité trop brutale, mais en réalité, je leur laissais le champ libre.
Mon absence de réaction devenait une validation implicite. Il pouvait aller plus loin, toujours un peu plus loin, sans jamais rencontrer de résistance claire. Un soir, en rangeant des papiers, je me suis surprise à noter certaines choses sur un carnet. Des dates, des phrases exactes, des situations qui m'avaient mise mal à l'aise. Ce geste m'a étonnée moi-même. Je ne cherchais pas à constituer une preuve. Je cherchais à me rassurer, à me dire que je n'inventais rien, que ce que je ressentais avait une base réelle. Il pensait sans doute que je ne remarquais pas ces détails, que mon âge m'empêchait de relier les choses entre elles. Il se trompait. Je comprenais très bien. Je choisissais seulement de ne pas parler. Pas encore, parce qu'au fond de moi, je sentais que le jour où je parlerais, ce ne serait pas pour me plaindre. Ce serait pour poser une limite. Et cette limite-là, je savais déjà qu'elle serait définitive. La vérité s'est imposée à moi un matin où je ne cherchais rien de particulier. Je voulais simplement retrouver un document ancien, une quittance, que l'administration me réclamait. Un papier banal, rangé quelque part dans mes dossiers. J'ai ouvert un tiroir que je n'utilisais plus souvent, celui que ma fille avait réorganisé quelques semaines plus tôt en disant qu'elle voulait m'aider à y voir plus clair. Tout était soigneusement classé, trop soigneusement pour être mien. En feuilletant les chemises, une enveloppe a attiré mon attention. Elle ne portait pas mon écriture. Elle n'était pas à sa place. Mon prénom y figurait, suivi d'une mention administrative précise. J'ai ressenti cette hésitation étrange, presque physique, celle que l'on éprouve quand on sait déjà que ce que l'on va lire va changer quelque chose. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur, il y avait des copies de documents qui me concernaient directement. Des formulaires partiellement remplis, des courriers rédigés mais non envoyés, des phrases soigneusement formulées, évoquant ma situation, mon âge, ma fatigue. On parlait de gestion simplifiée, de mesures préventives, d'organisation future. Tout était écrit avec un ton neutre, presque bienveillant. Et pourtant, chaque ligne me dépossédait un peu plus de moi à même. Je me suis assise. J'ai relu chaque page, une fois, puis une seconde fois. Les dates concordaient. Les signatures prévues n'étaient pas les miennes. On avait pensé à moi, sans moi. On avait décidé de mon sort en silence, avec méthode, avec cette assurance tranquille que donne la conviction d'agir pour le bien d'autrui. Ce qui m'a blessé le plus n'était pas l'idée d'anticiper l'avenir. J'y avais moi-même souvent réfléchi. C'était l'absence totale de dialogue. Aucun mot ne faisait référence à ce que je voulais, à ce que je pensais, à ce que je pouvais encore décider. J'étais devenu un sujet à gérer, un dossier à sécuriser, une inquiétude à encadrer. J'ai refermé l'enveloppe avec soin. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai ressenti une clarté froide, presque douloureuse. Tout ce que j'avais ressenti confusément, jusqu'à là, prenait soudain une forme nette. Les regards échangés, les décisions prises sans moi, les phrases prononcées à voix basse. Rien n'était accidentel, tout s'inscrivait dans une logique déjà avancée. Quand mes enfants sont arrivés ce soir-là, je n'ai rien dit immédiatement. Je les ai laissés parler de leur journée, de choses sans importance. Je les observais autrement, comme si un voile était tombé. Je voyais leurs gestes, leur silence, leur façon d'éviter certains sujets. Je comprenais désormais ce qu'ils disaient. À un moment, j'ai posé l'enveloppe sur la table, sans colère, sans accusation. J'ai simplement demandé depuis quand ils travaillaient sur ces documents. Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. Mon fils a parlé le premier. Il a évoqué la prudence, la nécessité d'anticiper, le fait que c'était pour me soulager. Sa voix se voulait rassurante, presque affectueuse. Ma fille a ajouté que je me fatiguais trop, qu'il fallait penser à l'avenir, que ce serait plus simple pour tout le monde. Elle disait cela sans me regarder vraiment, comme si le contenu de ses phrases était trop lourd à porter en face. Ma belle fille est restée silencieuse, les mains jointes, observant la scène avec une concentration tendue. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m'en avaient jamais parlé. Mon fils a répondu que ce n'était pas le bon moment. Cette phrase m'a frappée avec une violence sourde. Le bon moment pour qui? Pour eux. Parce que pour moi, le bon moment aurait été le premier instant où l'idée leur était venue. Je leur ai expliqué calmement ce que je voyais dans ces documents, ce que cela impliquait, ce que cela me faisait ressentir. Je ne cherchais pas à les convaincre. Je posais des faits.
Plus je parlais, plus je sentais leur gêne grandir. Ils n'avaient pas prévu cette lucidité. Ils pensaient que je comprendrais mal, ou que je me laisserais rassurer. Mon fils a tenté de minimiser, de parler de simples précautions. Ma fille a murmuré qu'il voulait juste m'aider. Je leur ai répondu que l'aide n'existe pas sans consentement, et que décider en silence n'est jamais un geste neutre. Ma voix était calme, mais ferme. Pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais pas à préserver une harmonie artificielle. Ce soir-là, j'ai compris que la frontière avait été franchie bien avant cette enveloppe. L'enveloppe n'était que la preuve tangible d'un processus déjà engagé. Et j'ai su, avec une certitude tranquille, que je ne pouvais plus reculer. Parce qu'accepter cela aurait signifié accepter de disparaître, doucement, sans bruit, sous couvert de bonnes intentions. Après cette découverte, je n'ai pas ressenti l'explosion de colère que l'on imagine. Souvent, ce fut plus insidieux. Une fatigue profonde, ancienne, est remontée en moi, comme si mon corps avait enfin compris ce que mon esprit refusait encore d'admettre. Je n'étais pas fatiguée de vieillir. J'étais fatiguée d'être effacée, doucement, sans bruit, par ceux que j'avais élevés. Les nuits suivantes ont été longues. Je me réveillais avant l'aube, le regard fixé au plafond, écoutant le silence de l'appartement. Ce silence n'était plus apaisant. Il était chargé de questions. Comment avais-je pu en arriver là? À quel moment précis avais-je cessé d'être consultée? Je repassais les scènes dans ma tête, non pour me faire mal, mais pour comprendre. Comprendre devenait une nécessité vitale. Je me suis interrogée, sans indulgence excessive. Avais-je trop longtemps confondu la paix avec l'effacement? Avais-je cru qu'être une bonne mère signifiait toujours céder, toujours comprendre, toujours excuser? Je réalisais que mon silence répété n'avait pas seulement protégé mes enfants. Il les avait confortés, dans l'idée que je pouvais être contournée sans conséquence. Cette prise de conscience n'était pas douce, elle me forçait à regarder mes propres renoncements en face. J'avais accepté des décisions prises sans moi pour éviter les conflits. J'avais minimisé des humiliations légères pour ne pas paraître susceptible. J'avais choisi le calme apparent plutôt que la vérité inconfortable. Et peu à peu, ce choix avait construit une image de moi qui ne correspondait plus à ce que j'étais réellement. Pour ne pas me perdre dans cette lucidité nouvelle, j'ai commencé à écrire. Pas pour raconter ma douleur, mais pour structurer ma pensée. J'ai noté les faits, les dates, les mots exacts employés. J'ai distingué ce qui relevait de mon ressenti, de ce qui était objectivement établi. Cette écriture m'a apporté un apaisement inattendu. Elle me donnait une assise. Je ne délirais pas, je ne dramatisais pas. Il y avait une logique à ce qui s'était produit. Je priais parfois, non pour demander une solution miracle, mais pour trouver la force de ne pas me trahir une fois de plus. Je demandais simplement de rester droite, de ne pas céder à la tentation de faire comme si rien ne s'était passé. Je savais désormais que revenir au silence ancien serait plus destructeur que n'importe quelle tension à venir. Avec mes enfants, les échanges ont changé. Ils étaient plus prudents, plus contrôlés. Ils sentaient que quelque chose avait basculé, même s'ils n'en mesuraient pas encore la portée. Ils tentaient parfois de reprendre les conversations légères, comme si cela pouvait effacer ce qui avait été révélé. Je répondais sans agressivité, mais sans cette disponibilité automatique qui avait longtemps été la mienne. Je ne cherchais plus à rassurer à tout prix. Un matin, en relisant mes notes, j'ai compris que je ne pouvais pas rester immobile. Pas encore agir frontalement, mais me préparer intérieurement et concrètement. Ce qui avait été conçu dans le silence ne pouvait être défait par une réaction impulsive. Il fallait de la méthode, de la patience, une clarté qui ne laisse aucune prise à l'interprétation. Cette décision intérieure m'a apporté une forme de calme nouveau. Je n'étais plus coincée entre la peur de perdre mes enfants et celle de me perdre moi-même. J'avais choisi un autre chemin, celui de la fermeté tranquille. Je pouvais aimer sans m'effacer, comprendre sans accepter, être présente sans me laisser déposséder. Je me suis fait une promesse simple, presque solennelle. Plus jamais une décision engageant ma vie ne serait prise sans mon accord éclairé. Plus jamais je ne signerai un document sans en mesurer toutes les conséquences. Cette promesse n'était dirigée contre personne. Elle était un engagement envers moi, à même.
Et ce simple engagement changeait déjà ma posture, ma manière de parler, de me tenir, de regarder. Je savais que cette phase d'introspection n'était pas une fin. Elle était une transition. Une étape nécessaire avant l'action. Je n'avais pas encore décidé comment, ni quand je poserais des limites visibles. Mais je savais une chose essentielle. Je n'étais plus la femme qui se tait par réflexe. J'étais devenue une femme qui choisit consciemment quand parler et quand se taire. Ils avaient décidé de mon sort en silence, convaincus que ce silence me maintiendrait à ma place. Ils n'avaient pas compris que ce même silence, une fois repris par moi, devenait un espace de reconstruction. Un espace où je pouvais réfléchir, préparer, aligner mes décisions. Et dans ce calme dense, maîtrisé, je sentais déjà se dessiner la suite. Une suite que rien ne pourrait désormais détourner. La préparation a commencé sans bruit, presque naturellement, comme si mon corps et mon esprit savaient déjà ce qu'il fallait faire. Je ne ressentais plus l'urgence fébrile de la peur, mais une détermination lente, stable. J'avais compris que pour reprendre ma place, je ne pouvais ni me justifier sans cesse, ni me défendre avec émotion. Il fallait de la clarté. Des faits. Des actes posés calmement. J'ai d'abord rassemblé tous mes documents. Ceux qui dormaient dans des tiroirs, ceux que l'on avait déplacés à ma place, ceux que je consultais encore régulièrement. Je les ai étalés sur la table du salon, comme on reconstitue une histoire pièce par pièce. Chaque feuille retrouvée me rappelait une décision prise autrefois, une responsabilité assumée sans aide. Rien n'était confus, rien n'était perdu. Cette simple constatation m'a redonné une assurance profonde. Je me suis ensuite renseignée seule, sans en parler à mes enfants, sans chercher leur approbation. J'avais besoin d'un regard extérieur, neutre, qui ne soit ni affectif, ni accusateur. J'ai pris rendez-vous discrètement, dans un lieu où personne ne me connaissait comme mère, ou comme grand-mère, mais simplement comme une femme venue poser des questions précises. J'y suis allée avec mon dossier complet, sans récit inutile, sans plainte. J'ai exposé la situation telle qu'elle était, les documents préparés sans moi, les décisions envisagées en mon absence, les pressions douces, les silences organisés. On m'a écouté attentivement, puis on m'a expliqué, avec calme, ce que cela signifiait réellement, ce qui était légal, ce qui ne l'était pas, ce qui pouvait être contesté, ce qui devait être formalisé pour éviter toute interprétation abusive. Il n'y avait ni promesse spectaculaire, ni dramatisation. Il y avait une chose essentielle, de la lisibilité. En sortant de ce rendez-vous, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un ancrage. Je savais désormais exactement où je me situais, ce que je pouvais accepter, ce que je devais refuser, ce que je devais mettre par écrit pour que ma volonté ne puisse plus être contournée. Cette connaissance m'a libérée d'une grande partie de ma peur. J'ai ensuite posé des gestes concrets, discrets mais décisifs. J'ai pris soin de réorganiser certains éléments administratifs à mon nom, sans annoncer ces démarches. Non par dissimulation, mais par nécessité. Je voulais que les choses soient claires avant d'en 16 parler, que mes décisions existent avant d'être discutées. J'ai également rédigé des notes précises, datées, qui exprimaient ma volonté sans ambiguïté. À la maison, rien ne semblait avoir changé. Les mêmes horaires, les mêmes habitudes, les mêmes silences parfois, mais intérieurement, tout était différent. Je n'étais plus dans l'attente d'une validation. Je n'étais plus dans la crainte de déplaire. Je me sentais droite, alignée. Cette posture nouvelle se reflétait dans ma manière de répondre, de regarder, de me taire aussi. Mes enfants ont senti ce changement. Ils ne savaient pas encore l'expliquer, mais ils le percevaient. Les conversations devenaient plus prudentes, les propositions plus hésitantes. Je ne m'opposais pas frontalement. Je posais des questions. Je demandais des précisions. Je prenais le temps. Ce temps-là les mettait mal à l'aise, parce qu'il ne leur appartenait plus. Chaque soir, je notais mes démarches dans un carnet. Pas pour me rassurer, mais pour garder une trace claire. Ce carnet n'était pas un refuge émotionnel. Il était devenu un outil, une mémoire organisée. J'y consignais aussi mes états intérieurs, pour m'assurer qu'ils ne guidaient pas mes décisions à mon insu. Cette discipline m'a protégée de l'impulsivité. Il y avait des moments de fatigue, bien sûr. Des instants où je me demandais pourquoi tout cela devait être si compliqué.
si lourd, surtout face à mes propres enfants. Puis je repensais à cette enveloppe, à ces phrases prononcées sans moi, à ce sort, décidé en silence. Et je retrouvais ma détermination. Ce que je faisais n'était ni excessif, ni tardif. C'était nécessaire. Je ne cherchais pas à les piéger. Je ne cherchais pas à les humilier. Je cherchais à rétablir une vérité simple. Ma vie m'appartient. Cette vérité ne demandait ni cri ni menace. Elle demandait des actes posés, cohérents, irréversibles. Ils avaient cru que le silence me rendrait vulnérable. Ils n'avaient pas compris que ce même silence, une fois repris par moi, devenait une force de préparation. Une force calme, méthodique, qui n'avait plus besoin de s'expliquer. Et dans cette préparation discrète, je savais déjà que le moment viendrait où je n'aurais plus à défendre ma place. Il suffirait de la prendre. La confrontation n'est pas arrivée comme une tempête. Elle s'est imposée avec la lenteur d'une évidence, le jour où j'ai cessé de répondre par réflexe et où j'ai choisi mes mots avec une précision nouvelle. Ce jour-là, mes enfants ont compris que le silence qu'ils avaient utilisé contre moi ne leur appartenait plus. Je leur ai demandé de venir tous les trois, un après à midi. Pas d'urgence annoncée. Pas de prétexte dramatique. Simplement une invitation à parler. Cette simplicité les a rassurés. Ils sont arrivés avec cette assurance tranquille de ceux qui pensent encore maîtriser le cadre. J'avais préparé du café, comme toujours. La table était dégagée. Rien ne laissait deviner que quelque chose allait se jouer. Mon fils a pris la parole rapidement, comme à son habitude. Il a parlé d'organisation, de démarches à venir, de ce qu'il faudrait prévoir dans les mois prochains. Ma fille a ajouté quelques phrases prudentes, cherchant l'équilibre entre lui et moi. Ma belle-fille observait, attentive, silencieuse, comme si elle évaluait encore la meilleure manière de conduire l'échange. Je les ai laissés parler. Jusqu'au bout, sans interrompre, sans approuver non plus. Quand le silence s'est installé, je n'ai pas cherché à le combler. Je me suis contentée de poser une question simple, presque neutre. Depuis quand avez-vous commencé à décider, sans m'en parler? Mais la question a flotté dans l'air, lourde, précise. Personne n'a répondu immédiatement. Mon fils a fini par dire que ce n'était pas formulé ainsi, qu'il voulait m'aider, qu'il pensait bien faire. Je lui ai répondu calmement que décider sans informer, ce n'est pas aider. C'est remplacer. Que préparer des documents sans mon accord, ce n'est pas anticiper. C'est exclure. Je n'élevais pas la voix, je constatais. Et cette manière de parler les a déstabilisés plus que la colère ne l'aurait fait. Ma fille a alors parlé de peur. Peur que je me fatigue. Peur que je sois dépassée. Elle disait cela avec sincérité, je le voyais. Je lui ai répondu que la peur n'autorise pas la confiscation. Qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas lui retirer sa capacité de décider, mais l'accompagner dans ses choix. Elle a baissé les yeux. Elle savait. Ma belle-fille a tenté de reprendre la main. Elle a parlé de logique, de sécurité, de procédure. Elle disait que tout cela était raisonnable, presque évident. Je l'ai regardée longuement avant de répondre. Je lui ai dit que la raison sans dialogue devient domination, et que ce qui est évident pour celui qui décide ne l'est jamais pour celui à qui l'on impose. Puis j'ai posé sur la table quelques documents. Pas tous. Juste assez pour qu'ils comprennent. Des copies. Des dates. Des phrases exactes. Je n'ai pas expliqué comment je les avais obtenues. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait qu'ils existent suffisait. Je voyais dans leur regard une inquiétude nouvelle. Ils comprenaient que je n'étais pas seulement informée. J'étais prête. Je leur ai dit ce que j'avais décidé. Certaines démarches s'arrêtaient immédiatement. D'autres seraient rediscutées avec moi, clairement, sans zone d'ombre. Et si ce cadre ne leur convenait pas, je saurais prendre mes distances. Je n'ai pas parlé de sanctions. Je n'ai pas menacé. J'ai posé des limites. Des limites simples, non négociables. Mon fils s'est emporté. Une colère brève, maladroite, qui trahissait surtout sa peur de perdre le contrôle. Il a parlé d'ingratitude, de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai répondu que l'aide n'est pas une dette qui autorise la dépossession, et que ce qu'ils appelaient ingratitude n'était que le refus de disparaître. Et ma fille pleurait en silence. Elle disait qu'elle ne voulait pas que la famille se brise. Je lui ai répondu que la famille ne se brise pas quand on dit la vérité. Elle se brise quand on l'évite trop longtemps.
Ces mots étaient difficiles à entendre, mais ils étaient nécessaires. Quand ils sont partis, la maison est redevenue silencieuse. Un silence différent, dense, mais stable. Je me suis assise, épuisée, mais droite. Je n'avais pas gagné une bataille. Je n'avais pas perdu non plus. J'avais repris ma place, et cette place ne dépendait plus de leur approbation. Ce jour-là, ils ont compris que le sort qu'ils avaient décidé en silence ne pourrait plus s'imposer sans résistance. Ils avaient cru que mon calme était une faiblesse. Ils découvraient qu'il était une force patiente, lucide, qui n'avait plus besoin de s'expliquer. Et dans ce silence désormais choisi, je savais que rien ne pourrait revenir en arrière. Après cette confrontation, l'équilibre qu'ils avaient construit sans moi s'est mis à vaciller. Rien n'a explosé, rien n'a claqué. C'est plutôt comme une charpente trop longtemps sollicitée d'un seul côté. Elle a commencé à grincer, à se fissurer, lentement. Les jours suivants, les appels se sont faits plus rares, plus courts. Les messages arrivaient à des heures inhabituelles, parfois tard, parfois trop tôt, comme si chacun cherchait sa place dans un territoire redevenu incertain. Je regardais cela avec une distance nouvelle. Je n'étais plus au centre, et pour la première fois, cela ne me faisait pas peur. Mon fils tentait parfois de reprendre le contact en parlant de banalités. La météo, le travail, un projet sans importance. Sa voix cherchait l'ancienne complicité, celle où je rassurais, où je cédais. Je répondais avec courtoisie, mais sans cette chaleur automatique qui comblait autrefois les silences. Et puis, je ne voulais plus réparer ce qui ne m'appartenait pas. Ma belle fille, elle, s'est effacée presque totalement. Je sentais qu'elle me regardait désormais comme un élément imprévisible, difficile à intégrer dans ses plans. Pour quelqu'un qui aime tout organiser, tout prévoir, cette perte de contrôle était insupportable. Son retrait n'était ni un aveu ni une excuse. C'était une stratégie. Je l'acceptais sans rancune. Elle n'avait plus de prise là où le silence n'était plus docile. Ma fille souffrait davantage. Son malaise se lisait dans ses messages hésitants, dans ses phrases interrompues. Elle m'a écrit une nuit, une longue lettre où elle parlait de loyauté partagée, de peur de décevoir tout le monde, de culpabilité. J'ai lu chaque ligne attentivement. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais compris que répondre trop vite aurait été une façon de la soulager, sans lui permettre d'affronter ce qu'elle avait. Laissez faire. Le temps devenait désormais un allié, non une fuite. Mais, entre eux, les tensions montaient. Je l'ai compris par des échos indirects, par des phrases rapportées, par des silences lourds lors de rares rencontres familiales. Les reproches sortaient, anciens, enfouis. Des désaccords jamais réglés prenaient une place centrale. Je n'étais plus là pour amortir, pour lisser, pour servir de point d'équilibre. Mon retrait révélait ce qui avait été maintenu artificiellement en place grâce à mon effacement. Chez moi, le calme s'installait autrement. Le téléphone sonnait moins, les visites devenaient exceptionnelles. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi présente à moi-même. Je choisissais quand répondre, quand me taire. Je choisissais mes mots. Ce choix simple, presque banal, était une conquête tardive mais précieuse. Il n'y avait plus d'attente cachée, plus de dette émotionnelle. Un après-midi, mon fils est venu seul. Il n'avait plus cette assurance tranquille qui le caractérisait. Il parlait lentement, cherchait ses mots. Il m'a dit que tout était compliqué, que les discussions tournaient en rond, que rien n'était plus simple. Je l'ai écouté sans triompher, sans colère. Je lui ai répondu que les choses cessent d'être simples quand on ne peut plus décider à la place de quelqu'un. Et que cette complexité était peut-être le début d'un rapport plus honnête. Et puis, il est reparti, sans ajouter grand chose. J'ai compris alors que l'éclatement avait eu lieu. Pas dans un fracas spectaculaire, mais dans une prise de conscience diffuse. Ils ne pouvaient plus s'appuyer sur mon silence pour maintenir leurs arrangements. Ils devaient désormais se parler entre eux, sans m'utiliser comme tampon. Cette responsabilité nouvelle les mettait face à leurs propres contradictions. Je suis restée témoin, pas actrice, déjà un peu ailleurs, intérieurement. Ce chaos n'était plus le mien. J'avais traversé la tempête sans bouger, et maintenant que le vent emportait ce qui ne tenait que par habitude, je pouvais enfin respirer sans culpabilité. Mon silence, autrefois subi, était devenu un espace choisi. Et dans cet espace, je sentais que quelque chose de plus paisible commençait à prendre forme.
Le départ ne s'est pas imposé comme une fuite, mais comme une suite logique. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas annoncé de décision spectaculaire. J'ai simplement compris qu'il me fallait un espace où je ne serais plus définie par ce que j'avais été pour les autres, mais par ce que j'étais encore capable de choisir pour moi. J'ai pris le temps. J'ai regardé autour de moi, mes murs, mes meubles, les objets que j'avais accumulés au fil des années. Certains portaient des souvenirs doux, d'autres des habitudes trop lourdes. Je n'ai pas tout emporté. J'ai choisi. Choisir, à mon âge, était déjà une forme de renaissance. Je ne voulais plus être entourée de preuves de sacrifice, mais de signes de continuité. Le lieu que j'ai trouvé était simple. Un appartement lumineux, sans histoire, familial, attaché à ses murs. Pas trop grand, pas trop petit. Un endroit où personne n'avait encore décidé quoi que ce soit à ma place. La première nuit, je me suis réveillée sans angoisse. Ce détail m'a bouleversée. Je n'avais pas réalisé à quel point la vigilance permanente m'avait épuisée. Les journées ont changé de rythme. Je marchais le matin, sans but précis. Je découvrais des rues inconnues, des visages sans attente. Ici, je n'étais ni la mère à rassurer, ni la femme à protéger, ni la personne dont on surveille les faiblesses. J'étais simplement une femme qui vit. Cette simplicité avait quelque chose de réparateur. Les gestes du quotidien ont retrouvé leur juste place. Préparer un repas sans penser à ce qu'il plairait à quelqu'un d'autre. Laisser un livre ouvert sans le refermer par automatisme. Choisir le silence sans qu'il soit interprété. Ces petites libertés avaient le goût d'un luxe longtemps différé. Je pensais parfois à mes enfants. Pas avec colère. Avec une lucidité nouvelle. Je ne cherchais plus à comprendre leurs motivations profondes. Elles leur appartenaient. Je savais désormais que chacun doit rencontrer ses propres limites pour apprendre à les respecter. Les miennes m'avaient conduite ici. Les leurs les conduiraient ailleurs. Le pardon s'est présenté à moi comme une question discrète. Devais-je pardonner pour tourner la page? Ou étais-je déjà au-delà de cette nécessité? J'ai compris que le pardon n'est pas toujours un acte adressé à l'autre. Il peut être une manière de se libérer soi-même de l'attente d'une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. J'ai cessé d'attendre. Je n'ai pas effacé le passé. Je l'ai rangé. À sa place, sans le laisser envahir chaque journée. Les souvenirs douloureux existaient encore, mais ils ne dirigeaient plus mes décisions. Ils étaient devenus des repères, non des chaînes. Je pouvais les regarder sans m'y perdre. Un après-midi, en observant la lumière entrer dans mon salon, j'ai ressenti une gratitude étrange. Pas pour la trahison, mais pour la clarté qu'elle avait imposée. Sans cette épreuve, je serais peut-être restée enfermée dans un rôle trop étroit. La douleur avait ouvert une porte que je n'aurais jamais osé pousser volontairement. Je vivais désormais sans calculer mes mots, sans anticiper les réactions. Je parlais quand j'en avais envie. Je me taisais quand c'était juste. Cette liberté-là n'avait rien de bruyant. Elle se manifestait dans la tranquillité des jours ordinaires, dans l'absence de tension intérieure. Je savais que cette nouvelle vie n'était pas une récompense. Elle était la conséquence directe d'un choix difficile. Celui de ne plus accepter que d'autres décident de mon sort en silence. Celui de reprendre ma place sans demander la permission. Et dans cette existence reconstruite sans éclat, je découvrais une paix discrète, profonde, qui n'avait plus besoin d'être validée par personne. Aujourd'hui, je peux regarder ce chemin sans détour. Pas avec fierté tapageuse, pas avec amertume non plus. Je le regarde comme on regarde une rivière après l'avoir traversée, consciente de sa force, reconnaissante d'en être sortie debout. Ce qui s'est joué n'était pas seulement une histoire de décision prise à ma place. C'était une histoire de regard. Le leur sur moi et le mien, longtemps oublié. Je repense parfois à la femme que j'étais avant, celle qui croyait que se taire était une preuve de sagesse. Celle qui pensait que comprendre les autres suffisait pour être respectée. Je ne la méprise pas. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Elle aimait profondément. Elle voulait préserver. Elle croyait que la douceur protège de tout. Elle ne savait pas encore que la douceur sans limite finit par devenir une permission donnée à l'injustice. Mes enfants sont toujours là, quelque part dans ma vie, mais plus au centre, plus comme des axes autour desquels je m'organise. Ils existent désormais à distance juste.
celle qui permet de respirer, sans renier l'attachement. Nos échanges sont parfois cordiaux, parfois maladroits, parfois silencieux. Je ne cherche plus à les remplir. Je laisse les choses être ce qu'elles peuvent être. J'ai appris que forcer un lien le fragilise plus qu'il ne le renforce. Je n'ai jamais fait de grands discours. Je n'ai pas expliqué chaque choix, chaque retrait, chaque limite. J'ai compris que certaines vérités ne s'imposent pas par les mots. Elles se révèlent dans la constance des actes, dans ce que l'on accepte. Et surtout dans ce que l'on n'accepte plus. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Maîtres, les autres, inventent des récits qui les arrangent. Je les laisse faire. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie légère. Pas une tristesse qui paralyse, mais une gravité douce. Celle des conversations qui n'auront pas lieu. Des gestes qui auraient pu être différents. Je ne chasse pas cette mélancolie. Elle me rappelle que j'ai aimé sincèrement, que j'ai donné sans calcul. Elle fait partie de moi, sans me définir. Ce qui me définit aujourd'hui, c'est cette posture intérieure nouvelle. Je ne me justifie plus d'exister pleinement. Je ne demande plus la permission de décider pour moi. Je n'explique plus mon silence comme une fatigue ou une distraction. Mon silence est devenu un choix. Et ce choix-là m'appartient entièrement. Quand je rencontre d'autres femmes de mon âge, je reconnais parfois dans leurs paroles la même lassitude que celle que je portais autrefois. Elles disent qu'elles préfèrent se taire pour ne pas perdre leurs enfants, qu'elles ont peur de devenir inutiles, qu'elles ne veulent pas créer de conflits. Je ne leur donne pas de conseils. Je leur dis seulement que le silence protège tant qu'il est libre. Dès qu'il est imposé, il devient dangereux. Je n'ai pas cherché à me venger. La vengeance aurait encore fait de moi une réaction à leurs actes. Or, je voulais redevenir une origine. J'ai simplement cessé de coopérer avec ce qui me réduisait. J'ai repris ce qui m'avait été retiré sans fracas. Ma voix intérieure, mon rythme, mon droit de dire non sans colère. Ce que j'ai gagné n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une victoire visible. C'est une stabilité profonde, une paix qui ne dépend plus de l'approbation des autres, une clarté qui m'accompagne même dans les jours ordinaires. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je sais que personne, pas même ceux que j'aime le plus, n'a le droit de décider de mon sort sans moi. Si je devais transmettre quelque chose de cette traversée, ce ne serait pas une leçon, mais une certitude. Il arrive un moment où continuer à se taire coûte plus cher que parler. Où accepter devient une forme de renoncement, irréversible. Et ce moment-là, quand il arrive, ne doit pas être repoussé. Ils avaient décidé de mon sort en silence, convaincus que je resterais immobile, reconnaissante, docile. Ils n'avaient pas compris que le silence peut changer de camp, qu'il peut devenir un espace de réflexion, de préparation, de reconquête de soi. Car j'ai appris une chose essentielle, que je garde désormais comme un principe intime, calme et inébranlable. Le silence peut aussi être une forme de justice.